112, 109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cet épisode numéro 1 de Dino Talk pour cette saison 2. On est très content de vous retrouver tous. Aujourd'hui avec moi, on a Victor de Raptors France. Salut Victor. Salut à tous, salut tout le monde. On a Max de Raptors Belgique. Salut Max. Et bonjour la twittosphère. Et Alex, notre habitué de l'émission. Alex, je crois que tu n'en as raté aucune. Salut à tous. J'ai juste loupé celle que vous avez faite en direct de Toronto. J'ai pas pu être de la partie, mais ça va vite se remédier. Parfait, on commence tout de suite avec le sommaire. Pour commencer, on va chacun donner un peu nos avis sur la Free Agency. Est-ce qu'on est satisfait du recrutement, des départs? On reviendra un peu là-dessus. Et la quatrième partie sera dédiée à vos questions en live. C'est ça qui est cool avec le live, c'est qu'on peut vous faire intervenir et rebondir sur les avis des fans. C'est quelque chose d'assez sympa. C'est pour ça qu'on essaye de se lancer un peu dans le live pour voir un peu ce que ça va donner. On va commencer tout de suite avec ce retour sur la Free Agency. On va démarrer avec Max. Max, dis-nous un peu quel est ton ressenti sur les mouvements qui ont été effectués à l'intersaison par les Raptors. Mon premier ressenti, c'est que je pense qu'on risque d'être un peu moins fort que les 2 années qui viennent de se dérouler. On a quand même perdu beaucoup au secteur intérieur avec le départ d'Ibaka et de Gasol. Maintenant, on va faire confiance à la jeunesse de Boucher. On va lui donner plus de minutes. Je pense qu'il le mérite aussi vis-à-vis des 2 saisons qui viennent de se dérouler où il a très très peu joué. Et Aaron Baines et Alex Len, c'est je pense des bonnes recrues. Peut-être un poil au niveau d'Ibaka et de Gasol, mais je demande à voir quand même parce que Len est quand même beaucoup plus jeune. Je pense qu'on sera un petit peu moins fort, mais on a tout misé sur l'année prochaine. De toute façon, cette saison, ce qui s'est passé, c'est que là, on est en train un petit peu de préparer 2021. De toute façon, c'était pas une surprise. Les Raptors n'allaient pas forcément jouer cette saison, on va dire, à plein régime, avec des joueurs signés sur la durée, avec une équipe qui devait s'installer dans la durée. On savait très bien que 2021 reste un objectif. Aujourd'hui, malheureusement, on marque le coup avec 2 de nos piliers, notre secteur intérieur qui s'évapore, puisque notre pilier, notre pivot titulaire et notre pivot remplaçant qui s'en vont. Bon, je pense qu'après, dans l'histoire, c'est sûr que c'est difficile de perdre un Gasol pour son expérience, sa défense, son intelligence de jeu. C'est aussi difficile de perdre quelqu'un comme Serge Ibaka qui va être très important dans l'énergie qu'il va mettre en sortant du banc, dans cette volonté qu'il va vouloir mettre à défendre, à être sérieux sur le terrain, à lever la tête quand parfois ça va un peu plus mal. C'est difficile, évidemment, de jouer sans eux, mais je pense que, par exemple, le move Aaron Baines, je pense que ça peut être intéressant. C'est sûr que, en partant de zéro, on peut pas être sûr de tout, mais je pense que ça peut être une belle recrue, et qu'avec des gars comme Fred VanVleet qui ont besoin aussi des autres pour se transformer, je pense que ça va être important de scruter cette saison, parce qu'on peut peut-être avoir plus de choses que prévu sur lesquelles s'enthousiasmer. Je pense à Aaron Baines, je pense évidemment à Chris Boucher. Chris Boucher, alors Max, tu disais qu'il est plutôt jeune, je pense qu'il a 26 ans, bientôt 27. Je pense que c'est le moment pour lui, après des années à errer en NBA entre les Warriors, etc. Je pense que c'est le moment pour lui de s'implanter et vraiment montrer qu'il a la capacité de jouer en NBA et la capacité d'être efficace en NBA. On l'a vu, on l'a déjà vu. Moi, j'ai eu la chance de le voir jouer durant un blowout contre les Bayhawks de Herrier en G-League. Il a la capacité d'être extrêmement fort, d'être un excellent pilier. Défensivement, il peut faire le travail. Donc voilà, j'espère que, en plus avec l'addition de Alex Len, j'espère que ça permettra à notre secteur intérieur, en tout du moins, de résister et de miser sur Pascal Siakam qui revient à son niveau, sur OG Anunoby qui passe encore un niveau, et puis surtout un Norman Powell qui saura dynamiter le banc. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Alex? Non, tout a été dit. C'est sûr que c'est très très compliqué de perdre tes 2 pivots dans la même intersaison. Donc il va falloir y remédier. Maintenant, moi je suis très content de l'avenue d'Aaron Baines, surtout. Je dois avouer qu'Alex Len, je l'ai moins vu arriver. Mais non, il faut voir comment tout ça va s'articuler. J'espère voir plus de temps de jeu pour Chris Boucher, c'est sûr. Là, c'est l'occasion, elle est trop belle pour ne pas le mettre à contribution et voir ce que ça peut donner. Donc non, dans l'absolu, la Free Agency a été menée. Fred VanVleet a re-signé. On a su depuis le début que c'était la priorité du front office. Ils ont réussi à l'avoir au prix qu'on sait. Et derrière, on n'a pas su séduire suffisamment Ibaka et Gasol pour qu'ils prestent une année seulement. Donc maintenant, il faut
faut continuer d'avancer et j'ai hâte de voir ce qu'Aaron Baines et Alex Len peuvent amener comme contribution par la suite. Je rebondis sur ce qu'Alex disait. Faut un peu remettre dans le contexte en fait comment les Raptors ont mené leur free agency. En réalité, l'objectif, comme l'a dit Victor, c'est vraiment 2021 et aucun joueur qui n'a été signé n'a une deuxième année garantie. C'est vraiment pour se garder le maximum de cap space pour 2021. Bon, moi, c'est ma déception, je vais pas vous le cacher, c'est un peu mon premier coup de gueule de l'année, mais c'est ce qui a bloqué avec Serge Ibaka. Je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on n'a vraiment pas respecté Ibaka en lui proposant qu'une seule année à 12 millions. Ce que les Clippers lui ont proposé, c'est pas énorme. Je pense qu'il y avait moyen de proposer plus et sans gâter nos chances pour 2021, il y avait moyen de lui proposer 2 ans à mon avis. Après bon, les Raptors ont fait un autre choix. Comme on dit, confiance à Masai, mais on peut en parler aussi, c'est un des enjeux de cette Free Agency 2021. Masai doit signer une extension, il ne l'a toujours pas fait. Dans les derniers jours, il a été interrogé là-dessus. Pour l'instant, il dit qu'il est occupé à autre chose. Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes inquiet par rapport au fait que Masai prenne son temps comme ça? Est-ce que pour vous, c'est plutôt signe que, il réfléchit à aller voir ailleurs? Ou alors vous allez dans son sens où vous dites, oh non, il nous ment pas, de toute façon, vraiment, il est concentré sur son travail actuellement. Max, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'espère qu'il va rester, j'espère qu'il est concentré sur son travail, que d'ici quelques semaines, quand la trade deadline sera passée, il aura beaucoup moins de boulot et que là, on essaiera de le prolonger. Ouais, il y a eu un article dernièrement sorti par Michael Grange qui, selon une source, a dit que ça ne bloquait vraiment pas du côté des Raptors, que il y avait même pas de plan B du côté de la direction pour le poste de Masai, que c'était Masai ou rien pour l'instant. Quel est ton avis, toi, Victor, sur cette question? Bah, je pense que mon avis, Masai, comme tout professionnel et surtout comme on peut le connaître, je pense qu'il est concentré sur une chose. C'est déjà cette année, je pense qu'il a déjà, à mon avis, dépensé beaucoup d'énergie et voilà, d'efforts sur cette free agency pour essayer de ressortir les Raptors dans un état pas trop désastreux. On sait qu'on pouvait perdre beaucoup plus que Gasol et Ibaka, on pouvait aussi perdre Fred VanVleet. Donc c'était aussi, à mon avis, quelque chose dans lequel il s'est beaucoup donné. Je pense que quand on signe une extension sur plusieurs années pour rester président, en tout cas des Raptors, je pense que ça a le mérite de. Il doit être focus sur. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un voilà, qui va se focus sur la free agency, maintenant il va se focus tout doucement sur la saison, sur la pré-saison qui arrive, et ensuite on verra éventuellement ce qui s'y passe. Je pense que durant la pré-saison, si on voit un Masai re-signer enfin, voilà, je pense que c'est normal, on s'étonnera pas de ça. Donc voilà, je suis pas inquiet. Je pense que les Raptors ont bien montré que c'était avec eux qu'ils avaient envie de travailler. C'est ensemble qu'ils ont envie de continuer. Donc ça m'inquiète pas. Je me permets de rajouter un petit truc pour ceux qui posent des questions. Je vois dans le live parce que je sais pas si vous les voyez, les amis, avec moi. Il y a plein de questions qui sont posées. Pour les questions les plus longues à répondre, on répondra bien évidemment plus tard dans le live. Ne vous inquiétez pas. Toutefois, il y a juste une question à laquelle on peut répondre tout de suite. Donc c'est Rocket Nation qui pose la question. Est-ce qu'un barbu, ça vous intéresse? Et il dit contre Stanley Johnson. Et en plus, on est gagnant. Il n'y a pas assez de strip club à Toronto. Donc malheureusement, je pense que même contre tout l'or du monde, il ne viendrait pas. Voilà, on peut continuer. J'ajouterais que vraiment le recrutement des Raptors a été basé vraiment sur l'état d'esprit des joueurs. On a vu des Whiteside disponibles, des Cousins disponibles, et quand on voit le recrutement, on voit vraiment que c'est l'état d'esprit au-delà des qualités basket qui ont primé. Moi, je serais pas contre un petit barbu à Toronto, mais il va falloir qu'on le remette dans le droit chemin. Il y a quelques strip clubs quand même, mais pour l'instant, le problème, c'est que ici, c'est fermé. Dernière petite question pour finir sur cette free agency, quelque chose qui a fait quand même couler beaucoup d'encre. Est-ce que Fred VanVleet est trop payé? Alex, je sais que tu as déjà un avis là-dessus. Ben, c'est à l'issue de cette saison qu'on saura s'il est trop payé ou non. Je rappelle qu'il était payé que 9 millions la saison jusqu'ici. Cette année, il a signé un gros contrat qu'à mon sens, il a mérité. Je tiens à préciser aussi le fonctionnement de son contrat fait que il sera payé un certain montant cette année, que la saison prochaine, c'est du dégressif pour maintenir la flexibilité sur la Free Agency 2021 et que ça remontera sur les 2 années suivantes. Donc je pense que c'est un bon compromis, autant pour le joueur qui, je rappelle, en tant que non drafté et a prouvé pas mal de choses pour montrer que il est extrêmement important dans cet effectif. Je veux dire, je comprends qu'une équipe comme New York ou les Suns ne veulent pas
trop mettre sur Van Vliet, mais il fit tellement bien avec l'esprit des Raptors, avec le système de jeu mis par Nick Nurse, que pour moi, non. Maintenant, effectivement, si sur le sportif, ça n'est pas confirmé et validé à partir de cette saison, ben oui, on finira forcément par se dire que c'est trop payé, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. On va parler plutôt de manière générale parce qu'on n'en a pas parlé. Comment vous voyez cette saison? Qu'est-ce que vous en attendez? Moi, j'attends de voir une équipe solidaire. En fait, souvent, on a insisté sur le fait que les Raptors étaient un peu dans le délire un peu dans le style underdog. On les attend pas, etc. Je vais faire un rapide parallèle. Alors, promis, je ne ferai plus jamais ça parce que je ne m'y connais absolument pas en rugby. Mais là, on tourne le Dinoto le 7 septembre. Hier, il y avait le match Angleterre-France pour la finale du tournoi de destination d'automne. Bref, hier, l'équipe de France n'était pas donnée du tout favorite. Vraiment, on attendait vraiment de voir une équipe de France se faire broyer par des Anglais beaucoup plus expérimentés, bien mis en place, avec une équipe moins jeune. Mais voilà. Et pourtant, hier, les Français ont vraiment su, voilà, on va dire, montrer toute leur hargne, donner de l'envie, de l'intensité dans le jeu et tout. Et bien, les Raptors, cette fois-ci, j'attends la même chose. C'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas les armes sur le papier pour aller vaincre des équipes comme Philadelphie qui sont visiblement bien mieux en place avec des plus grosses armadas, surtout au vu des pertes qu'on a eues à l'intérieur. Mais je veux voir des joueurs qui se battent. C'est-à-dire que ouais, perdre un match, ça arrive à tout le monde. Perdre un match, ça peut arriver. Mais perdre un match, faut pas le perdre bêtement. Donc j'espère qu'on réussira à battre les équipes comme on l'a fait hier. C'est-à-dire qu'on battait les petites équipes, mais c'était face aux grosses équipes où parfois on lâchait un match parce que c'était pas évident, etc. Voilà, cette saison, il faut faire la même chose. Battre les petites équipes parce que c'est comme ça qu'on construit d'abord un bilan, puis ensuite les grosses équipes prennent les matchs un à un. Là, comme on parle de l'enchaînement Indiana-Miami. Bah là, c'est le moment où il faut prendre la confiance face à Indiana parce qu'ils sont pas non plus dans la meilleure des situations. Eux aussi, ils sont un petit peu dans cette espèce d'entre-deux où ils savent pas vraiment si leur équipe est faite pour aller plus loin que de simples contenders à l'Est. Donc là, j'espère en tout cas qu'on va apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant, qu'on va savoir prendre du capital de confiance sur cette début de saison et qu'ensuite on réussira à développer un jeu intéressant et de voir ensuite et surtout donner envie à un certain Grec de venir chez les Raptors en 2021 avec toute la jeunesse et toute l'intérêt que pourrait porter notre franchise à la fin de cette saison. Ouais, c'est ça, je te rejoins vraiment cette saison. Moi, je pense que malgré tout, les résultats vont être importants parce qu'il va falloir montrer à soit Giannis, soit à d'autres potentiels free agents que il y a quelque chose à faire à Toronto. Et si Toronto ne fait pas une bonne saison ou une saison moyenne ou comme certains le prédisent qu'on soit à la limite des playoffs ou des choses comme ça, pour moi ce sera vraiment pas une bonne chose. Après je suis pas juste dans cet état d'esprit-là. Moi je le dis clairement, je pense que les Raptors ont le potentiel pour être dans le top 4 de l'Est. Ça va peut-être être juste, mais ils ont le potentiel. Malgré tout, on a toujours Kyle Lowry, on a toujours Fred VanVleet qui n'est pas un mauvais joueur et qui a encore beaucoup de progrès à faire. Et si on part sur la base de la saison dernière, il a été déjà très bon. Siakam, je suis persuadé, contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'il va rebondir, il va faire une excellente saison. Il a fait ce qu'il fallait pendant l'intersaison pour être dans les meilleures conditions. J'en attends énormément d'O.G. Anunoby. O.G. Anunoby, là, ça doit être vraiment son année d'explosion. Je crois que dans les questions, on va parler de sa prolongation après. Moi, j'en attends beaucoup et j'attends beaucoup de Norman Powell. Max en a parlé tout à l'heure. Powell qui est dans une année de contrat également et qui doit exploser cette année. Et pour moi, Powell doit être dans les candidats au 6e homme. On doit avoir un Powell dans un rôle à la Lou Williams, un gars qui sort du banc, qui met 15-20 points chaque soir et qui vraiment porte cette seconde unit. J'en attends beaucoup de lui. Je pense que de toute façon, comme l'année dernière un peu, après le départ de Kawhi, en fait, la saison va dépendre de l'évolution de beaucoup de joueurs encore. On va suivre l'évolution de Boucher. Même si Aaron Baines est plutôt âgé, on va attendre de voir son évolution. Il a dit qu'il pensait pouvoir progresser. Et on attend quelque chose dont on n'a pas parlé, vraiment l'apport de Chris Finch. Offensivement, moi, il m'a fait une très, très bonne impression dans son interview de présentation. Il a vraiment pointé du doigt tout ce qu'on disait la saison dernière qui devait être amélioré offensivement. Donc j'en attends vraiment beaucoup et il peut vraiment faire partie des bonnes recrues en fait des Raptors sans être vraiment sur le terrain. Je vais donner la parole à Alex. Alex, est-ce que tu veux un peu donner ton avis sur ce que tu attends de cette saison des Raptors? Je vais boucler d'abord sur ce que tu viens de dire sur l'arrivée de Chris Finch parce que j'ai pu donc sous-titrer et visionner la conférence de presse de Nick Nurse qui a lui aussi dit beaucoup de bien de Chris Finch qui rejoint le staff.
Il a précisé que durant leur carrière, ils se sont affrontés, ils ont coaché ensemble, mais ils se sont également affrontés, et qu'une chose que retient beaucoup Nick Nurse des équipes qui étaient coachées par Chris Finch, c'est qu'elles étaient extrêmement difficiles à défendre parce que très imprévisibles. Et ça, c'est quelque chose qui nous manquait beaucoup l'année dernière. Donc effectivement, j'attends de voir cet apport-là cette saison, avec un Siakam qui s'est bien préparé, avec un OG Anunoby qui explose et prend de plus en plus confiance, notamment offensivement. Et avec un Fred VanVleet qui, maintenant qu'il a son contrat en poche, on attend qu'une chose, c'est qu'il confirme, mais qu'il fasse taire tous ceux qui considèrent qu'il est surpayé. Voilà. En gros, c'est tout ce qu'on attend. Et si déjà ces cases-là sont cochées, j'ai envie de dire, même si on n'est pas dans le top 4 à l'Est, mais que VanVleet montre qu'il est au niveau. OG progresse encore plus et prend de plus en plus d'ampleur offensivement. Siakam rebondit parfaitement après une bulle horrible. Moi j'ai envie de dire, à la limite, je m'en fiche de ne pas avoir l'avantage du terrain cette année. Je veux dire, surtout si on n'y attend pas l'année encore pour la fin de saison. L'importance d'être dans le top 4 à l'Est aujourd'hui pour les Raptors semble beaucoup moins importante que les années précédentes. Surtout s'il n'y a pas de public. Enfin, il y a tellement d'inconnus, tellement de choses à prendre en compte aujourd'hui que les résultats sportifs, en termes de bilan, j'ai envie de dire, sont peut-être un petit peu moins importants que l'image et le jeu qui va être développé a priori. C'est surtout ça que je vais regarder, peut-être presque plus que le résultat en lui-même. Parfait. Max, pour conclure sur les attentes un peu vis-à-vis de cette saison. On ne nous attend pas, si j'ai envie de faire de la petite blague. Maintenant, j'aimerais bien être 5e. Je pense qu'on doit viser la 4 ou la 5e place. Ça va être très très compliqué d'aller chercher Boston, Miami. Je vois peut-être Brooklyn aussi se battre pour le top 4 et les Sixers. Puis nous à la bataille avec Jojo pour essayer d'avoir l'avantage du terrain. On sait que les Sixers chaque année sont attendus. On attend toujours Ben Simmons et Joel Embiid. L'année dernière, dans un magazine que je lis qui est le 5 majeur, c'était l'équipe donnée favorite pour aller en finale NBA du côté de l'Est. Et ils n'ont pas du tout répondu à ces attentes-là. Donc je pense que c'est une équipe qui n'est pas assez régulière et qui fait quand même chaque fois beaucoup d'erreurs. Et on va se battre avec eux pour la 4e place. Très bien, Victor. Est-ce que tu veux ajouter un petit dernier truc ou on va passer au 4e quart-temps et aux questions? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. On attend les Raptors à leur niveau. Si chacun joue à leur niveau, on sera play-off sans aucun doute. Maintenant, voilà, il y a juste à faire les efforts nécessaires et juste à ne pas être déçu en se disant que voilà, il y avait du potentiel, mais que finalement, on gâche tout en doutant de notre potentiel et de notre capacité. Parfait. On va passer tout de suite au 4e quart-temps. Je vais donner la parole à Victor qui a relevé un peu les questions. Victor, tu avais fait aussi une fac sur Twitter. Tu avais relevé des questions. On va un peu essayer de répondre à tout ça. Je te laisse la parole pour ce 4e quart-temps. Ouais, donc du coup, comme elle a annoncé Mike, on avait demandé aux gens s'ils avaient des questions pour répondre à des questions. Donc on avait plus de 38 réponses sur ce fameux tweet. Alors, je vais tout de suite couper court à certaines questions, puisque c'est des questions qui ont été posées avant la Free Agency. Donc forcément, il y en a d'autres qui vont être réglées. Par exemple, on nous posait la question à l'époque, Harrell, vous le signez? Si oui, pour combien? Alors, Harrell, la question ne se posait pas, puisque c'était simplement dans l'intérêt de remplacer Ibaka. Mais Harrell, au niveau où il était, et avec ce qu'il a prouvé cette saison, c'était impossible de le signer parce qu'il aurait sûrement demandé beaucoup et sur plusieurs années. Ce qui nous aurait empêché de garder du cap de façon intéressante pour l'année 2021, ce qui est clairement l'objectif des Raptors. On nous a demandé que faire de la FA, prolonger du monde ou conserver du cap. Ce qui a été fait, c'est qu'on a signé du monde, tenté de retenir des champs, mais que finalement, on a quand même gardé du cap tout en gardant une équipe plutôt compétitive. Donc voilà, le choix a été vite fait et le choix a été plutôt bien mené de la part du FO, même si voilà, il y a des choix qui sont parfois discutables, comme le contrat de VanVleet. Ensuite, on avait à quel prix aller pour Ibaka et VanVleet. Là, je pense que c'est une question qu'on peut même se poser a posteriori en se posant la question, est-ce que finalement aujourd'hui, on n'a pas proposé trop peu à Ibaka? Est-ce qu'on n'a pas proposé trop et donné trop à VanVleet? Donc là, par exemple, on pourrait répondre à cette question. À mon humble avis, je pense qu'on a peut-être donné un petit peu trop à VanVleet, même s'il peut faire taire des bouches. Enfin, voilà, il faut qu'il le fasse. Ibaka, j'ai absolument pas la sensation qu'il ait fait le bon choix. Je pense qu'il aurait dû rester au Raptor
en situation. Je pense que avec le niveau qu'il a, il aurait pu passer encore une année avec un meilleur contrat et ensuite se barrer, quitte à faire une année voilà un peu en mode biberonnage d'équipe qui s'apprête à le larguer, que de partir comme ça, surtout aux Clippers. Voilà, un petit peu déçu de son choix, mais bon, ça c'est quelque chose. Mais je sais pas, je pense qu'on peut en discuter. Je sais pas, Mike, qu'est-ce que tu en penses par rapport au niveau des prises qu'on a pu proposer pour les deux? Moi, je te rejoins sur Van Vliet. J'aurais donné moins à Van Vliet pour pouvoir donner plus à Ibaka. Après, c'était pas le choix de Bobby et Masai, malheureusement. Je te rejoins aussi sur le fait que je pense que Ibaka, il aurait pu réfléchir au fait que, ok, je prends qu'un an à 12 millions, comme ça a été annoncé. Je fais une année de fou et après j'obtiens un gros contrat à Toronto si on ne signe pas de gros free agent ou ailleurs. Malheureusement, je pense que l'appel de Kawhi a fait la différence pour qu'il se décide à aller là-bas avec un autre challenge. Et aussi, je pense que malgré tout, les paillettes d'Hollywood font que pour tous ces business à côté du basket, c'est mieux pour lui d'être à Los Angeles que d'être à Toronto. Peut-être Max, un petit avis sur les contrats qui ont été proposés ou qui ont été acceptés? Au final, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a peut-être proposé 2 ou 3 millions de trop à Fred VanVleet par an. Et ben, si on avait proposé ces 2-3 millions à Serge Ibaka, peut-être qu'il serait resté. Alex, peut-être un avis? Je suis un petit peu plus mesuré concernant Ibaka, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que ce qui l'a gêné, c'est pas le montant, c'est le fait qu'il n'y ait qu'une seule année. Donc, je sais pas. Après, j'ai un peu du mal en fait à saisir le fait que il communique après derrière en disant oui, je me voyais vraiment rester à Toronto. Pour moi, il y avait aucune négociation possible. C'était Toronto, c'était pas ailleurs. Et bon, oui, il y a eu effectivement certainement une offre plus basse que ce à quoi il s'attendait et à ce à quoi il était en droit de s'attendre. Hein. Je rappelle quand même qu'il a sorti une des meilleures saisons de sa carrière, si ce n'est sa meilleure en sortant du banc. Donc, je sais pas. Après, à voir si c'est un bon ou un mauvais choix pour lui d'être allé aux Clippers. On sait qu'il s'entendait très très bien avec Kawhi. On se souvient du Walidou Baby, par exemple. C'était très bizarre d'ailleurs cette relation dans le sens où Kawhi est un mec qui parle pas du tout et Ibaka qui est très expressif pour le coup. Mais bon, après, on pourrait toujours refaire le monde, oui, dire qu'il y avait 2-3 millions de trop sur Van Vliet qu'on aurait dû mettre sur Ibaka. Bon, si ça se trouve, ça aurait rien changé non plus. C'est comme ça. Bon, je pense qu'on a chacun eu un avis différent, mais c'est aussi ça qui est important, c'est d'avoir de la nuance par rapport à ces situations-là qui sont quand même des tournants dans la saison des Raptors. On n'a pas l'impression comme ça, a posteriori, de pouvoir avoir un avis très différent selon avec qui on parle. Pourtant, là, on voit qu'on est 4, et 4 avoir des avis plus ou moins différents. Alors, je vais essayer de couper court aussi à d'autres questions parce qu'on a eu plus d'une quarantaine de questions, évidemment avec des questions qui ne seront pas répondues puisque elles ont déjà des réponses. Il y avait une question de Orlando Magic France qui nous avait posé la question: est-ce que le trade Ibaka-Ross vous kiffez toujours, même si Ibaka est parti? Je pense que évidemment, on est toujours content d'avoir le trade Ross pour Ibaka, puisque sans Ibaka, je pense que le titre, on va pas le chercher. Hein. Soyons très clairs. Chaque joueur qui a été trade durant les dernières saisons a mené à l'arrivée jusqu'au titre en 2019. Quoi qu'on en pense, quoi que deviennent les joueurs aujourd'hui, chaque joueur a amené sa pierre à l'édifice. Et je pense que ça a été une nécessité de faire ce trade. Et Massa, il le sait très bien. Ça reste un sport où l'objectif, c'est le titre. Donc parfois, il faut aussi savoir faire fi des sentiments, comme par exemple avec Terrence Ross qu'on avait drafté. On a très bonne question de Lilian, qui à l'époque n'était pas encore rédacteur pour Dinotalk, mais qui nous posait la question: comment jauges-tu l'impact de la bulle sur les joueurs et les franchises? Le facteur public aurait-il permis aux Raps de remporter la série? Très bonne question. Et je vais peut-être commencer avec Mike, qui, étant donné qu'il était pas à domicile, mais qui était directement à Toronto, est-ce que ça s'est senti peut-être à Toronto, le fait qu'il n'y ait pas de public, qu'il n'y ait pas de match à domicile, et que tout se passe si loin, finalement, alors que c'était les PO et que tout le monde suivait les playoffs? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que forcément le contexte a joué puisqu'on a vu le Pascal Siakam qu'on a retrouvé dans la bulle. On peut être certain qu'on n'aurait pas eu le même Siakam sans tous les événements qui se sont passés à partir du moment de la coupure et dans la bulle. Donc forcément, ça aurait été différent. On sait l'importance du public pour Toronto, l'avantage du terrain, à quel point c'est important. Donc oui, cette question, on peut n'y répondre que par l'affirmatif. Après, ça veut pas dire qu'on aurait été au bout ou quoi que ce soit, parce qu'il aurait fallu faire le déplacement à Boston aussi. Boston n'a pas bénéficié de sa salle non plus. Même chose pour Miami, même si le public n'est pas réputé aussi chaud que ça, si on a été en finale de conf contre eux.
Mais forcément, oui, le contexte a fait que on n'a pas eu les Raptors qu'on connaissait, c'est sûr. Et du coup, je vais peut-être rebondir aussi là-dessus. Alex, est-ce que tu penses que est-ce que le contexte du public aurait peut-être amené, par exemple, un Siakam à se dépasser, à ne pas être in trouble comme ça aussi longtemps dans la série? Bah, la réponse, elle est assez simple. Toutes les équipes ont gagné à l'extérieur. Enfin, en théorie, ce qu'ils appelaient les matchs à l'extérieur. Donc déjà, là-dessus, il y aurait eu forcément un aspect différent avec la présence des salles d'un côté comme de l'autre. Hein. Effectivement, le public de Boston est aussi un public chaud bouillant. Donc, il y aurait eu forcément des grosses différences. Je veux dire, quand Siakam est en difficulté ou même a du mal, n'arrive pas à prendre des mauvais shoots, fait des mauvais choix et pas forcément aussi dynamique en défense, bon, bah, effectivement, ça va le mettre en difficulté. Par contre, bah, si l'action suivante, il fait le bon choix, le bon dunk, le bon truc, avec la Scotiabank Arena qui explose, ça peut tout de suite remettre ce genre de joueur le pied à l'étrier et faire en sorte qu'il explose la suite du match. Mais refaire l'histoire, ça on peut tout changer. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment une nécessité aussi de remettre en perspective ce facteur public. Max, je vais te donner la parole aussi sur le fait que est-ce que finalement on pourra débattre des heures de cette situation, on n'aura jamais vraiment une réponse convenable puisque c'était finalement une chose assez unique, enfin c'était unique dans l'histoire de la NBA d'avoir comme ça une bulle, surtout dans un esprit d'épidémie mondiale, c'était vraiment quelque chose assez incroyable. Je pense que étant au Canada, toutes les équipes qui viennent chez nous doivent quitter le pays, doivent passer la frontière, doivent subir sans doute des contrôles à l'arrivée, etc. C'est très compliqué, je pense, pour les joueurs qui viennent chez nous. Ils doivent faire des tâches administratives, tout ça, supérieures, et puis ils arrivent à l'étranger. C'est un peu comme dans le football, quand on fait un déplacement européen ou des choses comme ça. On dit toujours ils doivent prendre l'avion plus longtemps ou ils doivent euh, se préparer à quitter le pays, à notre climat, etc. Et ici, cette bulle, elle a un peu défavorisé peut-être les Raptors sur toutes ces tâches, sur ce climat, cette ambiance qu'il y a d'habitude pour les équipes qui viennent à Toronto et qui n'avaient pas ça. Et je pense que de toute façon, c'est difficilement quantifiable, que ce soit dans le basketball ou dans le football ou dans n'importe quel sport. Les équipes qui ont une grosse fanbase, qui ont des grosses ambiances, ne peuvent qu'être perdantes de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, d'avoir des stades ou des salles vides. Parce que quand on s'habitue, je pense à ça, euh, ça doit être très difficile de jouer de nouveau dans des sortes de cathédrales où on s'entend parler et on n'entend rien d'autre. Je pense que voilà, je pense que encore une fois là, on se rend bien compte que c'est difficile de quantifier une situation qui sera unique et qui restera unique. Je pense que ce système de bulles à l'avenir, en tout cas on l'espère, ne sera pas réitéré. C'est toujours compliqué, voilà. Et comme tu as dit très bien dit, Max, c'est aussi cette sensation de changer de pays, changer de climat, même si on sait par exemple que du côté de Minneapolis, il fait aussi froid parfois. Donc voilà, c'est aussi particulier de quantifier ça. Mais alors, est-ce que le facteur public aurait permis aux Raptors de remporter la série? Oui et non. Oui, parce qu'il y a plein de choses qui font, comme l'a dit Alex, on peut remettre en selle un Siakam. Non, parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire oui à 100% comme on ne peut pas dire non à 100%. On va continuer rapidement avec les questions. On en a d'autres là de nouveau qui sont assez faciles à répondre. On a des réponses auxquelles on a déjà répondu plutôt dans ce Dino Talk, avec des incertitudes sur la prolongation de Masai Ujiri. On a déjà dit que voilà, je pense que c'est quelque chose qui va venir. Mike l'a dit. C'est dans les tuyaux, il n'y a pas de blocage du côté des Raptors, c'est Masai qui fait temporiser, mais sûrement pour se concentrer sur d'autres choses pour l'instant et pas sur se concentrer sur une recherche d'emploi ailleurs. On nous avait aussi posé les questions sur la draft. Bon, sur la draft, on a, à mon avis, réglé le souci sur le principal souci qu'avaient les Raptors, c'était la création avec le ballon. Donc on a drafté Malachi Flynn en 29e position, venu de San Diego State. Voilà, donc on est sensiblement assez content de ce. Je pense que personne n'est contre cette draft. Je pense que tout le monde est plutôt content de l'arrivée de Malachi Flynn et de
et de Harris qui est arrivé en fin de second tour. Oui, tout à fait. Maintenant, on est une équipe où on a le 29e pick. C'est très difficile. On doit se contenter de ce qui reste à la draft et essayer de trouver aussi une bonne pioche dans ce qui reste. Parce qu'on n'a pas les gros noms, on n'a pas les joueurs qui sont annoncés éventuellement comme des stars, comme peut viser New York chaque année ou cette année-ci Minnesota. Voilà, ben nous, on doit jouer de roublardise et pour trouver le meilleur joueur dans l'avenir. Je me permets de rebondir là-dessus parce que on a d'autres questions en fait qui collent un petit peu, à celle-ci. Par exemple, on nous pose la question est-ce que Masai pourra convaincre Fred VanVleet de rester malgré la possible draft d'un joueur à son poste, etc. Évidemment, la draft n'est pas normalement pour un joueur du calibre de Fred VanVleet, c'est pas un jeune drafté qui doit lui faire peur, surtout un joueur aussi bas. C'est à remettre dans le bon alignement. Hein. Il y a des joueurs qui n'ont pas peur des rookies. Si Malachi Flynn arrive avec un excellent niveau, tant mieux. Mais Fred VanVleet reste titulaire indiscutable, surtout au vu de son contrat, qu'il aura besoin de justifier. Je vais rapidement revenir sur d'autres questions. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup qui se recollent. On nous pose la question, quelle est votre équipe préférée à part les Raptors? Un petit peu en dehors des Raptors, peut-être Mike? Alors moi, j'ai commencé la NBA en étant fan des Spurs. Et en 2003, grâce à un certain Dwayne Wade, je suis devenu grand fan du Miami Heat. Et après, c'est plus ponctuellement certains joueurs, donc voilà. Mais bon, maintenant, c'est les deux joueurs qui m'ont fait suivre la NBA sont retraités. Donc depuis que j'habite à Toronto, c'est surtout Raptors. Après, il y a des équipes que j'aime bien. Je vais toujours suivre les Spurs, toujours suivre un peu le Heat pour la philosophie de jeu. Et voilà. Peut-être Max? Ah, moi j'ai connu la NBA grâce à LeBron James et aux Cleveland Cavaliers, qui a été un petit cauchemar pour les Raptors. Mais après, ce qui tombe bien, c'est que j'ai été voir les deux rencontres entre ces deux équipes et puis voilà, j'ai choisi les deux. Et mon premier match était à Toronto, donc voilà, c'est pourquoi Toronto en premier. Mais j'aime bien Cleveland et je dirais que j'aime bien aussi à l'ouest les Loups, les Wolves. Alex? Pas vraiment d'autres équipes supportées. Par contre, je dois avouer que je suis un peu comme Max. J'ai un petit affect pour les Wolves de Minnesota. Je sais pas, la région, le climat, l'identité graphique, visuelle. J'aime beaucoup New Orleans aussi, à peu près sur le même niveau, l'aspect graphique, les couleurs, les maillots, la ville, tout ça. Mais sinon, non, rien de bien concret par rapport aux Raptors. C'est assez drôle, je pense que chacun a un petit peu son top 3 en NBA, son envie de suivre des équipes. Mais je pense que Mike fait un peu partie de la dernière génération de personnes qui suivent la NBA vraiment par équipe. Aujourd'hui, c'est beaucoup des gens qui ont une équipe préférée et qui derrière suivent surtout des joueurs, à l'instar des gros prospects qui sortent de la draft, où ils vont être suivis dès le début, ou alors des gros joueurs très en vogue. Donc voilà. Moi personnellement, Raptor Forever. Puis après, j'ai beaucoup d'affect pour les Warriors un petit peu. Je trouve qu'il y a Stephen Curry, Klay Thompson, c'est un peu ce que j'apprécie, même s'ils ont modifié le basket dans les grandes largeurs avec le shoot extérieur. J'ai un petit affect pour eux. Les Wolves aussi, que j'aime plutôt pas mal. Après, compliqué de trouver d'autres équipes. Après, c'est des joueurs un petit peu à droite à gauche. J'aime beaucoup les Spurs aussi. Parce que j'ai découvert un peu la NBA avec Vince Carter, les Spurs, avec l'époque de Duncan et tout. Ça reste toujours quelque chose de très intéressant à les revoir. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve le basket d'aujourd'hui comme avant. Et ça fait toujours plaisir de se replonger dans des souvenirs des anciennes équipes qu'on supporte, etc. Ensuite, au niveau des questions, on avait aussi la fameuse question « Gagnerez-vous encore un titre ?» Je pense qu'on est assez unanime là-dessus. Je pense qu'on est tous à dire « On espère » et oui, évidemment, on gagnera un autre titre. Il n'y en a pas le moindre doute là-dessus. On nous avait posé la question sur les maillots, donc les maillots qui sont sortis. Donc peut-être juste Mike, pour nous faire peut-être un rappel au niveau des maillots, est-ce que tu as peut-être des infos sur la sortie
5e maillot, peut-être le maillot rétro qui devrait sortir, ou ça, c'est silence radio côté Raptor? Pas forcément d'infos, mais on avait vu la photo de présentation quand il y avait eu les 3 premiers avec il y avait un peu des filets de lumière et on peut penser qu'il sera violet normalement parce qu'on avait vu que le 4e qui est sorti, le noir et or, il y avait un filet doré et a priori il y aura du violet, mais pas d'infos là-dessus, non. Moi, j'ai vu Donc, passer du coup, les tweets comme en modifiant un petit peu les ombres, etc., comme quoi il serait violet et noir avec sans doute un chevron. Donc, ce serait une déception de ne pas avoir le dinosaure, mais bon, on va voir. à voir donc du coup pour ces maillots. Après, je pense qu'on est assez unanime pour dire qu'ils sont plutôt séduisants ces nouveaux maillots, assez intéressants. Après, reste à voir ce que à l'avenir ils vont faire. Le chevron s'était plutôt imposé ces dernières années comme un maillot, on va dire assez iconique, suite surtout au chevron blanc sur maillot rouge de la finale de 2019. Voilà, je pense que c'est. Je me souviens qu'au tout début les gens étaient un petit peu réticents, mais que c'est facilement, voilà, facilement revenu en avant. Maillot que je trouve magnifique au passage d'ailleurs, le chevron blanc des finales de 2019. Je suis dégoûté de pas l'avoir trouvé celui-là. Il était vraiment très très beau. Mais c'est vrai, ouais. Aujourd'hui, il est encore trouvable sur Vinted, mais à des prix assez exorbitants. C'est le problème. C'est toujours aussi compliqué. Peut-être question pour tout le monde. Alors, je vais faire passer la parole rapidement. Pour vous, quel sera un petit peu, alors, je vais voler le terme à trash talk, un peu votre Gérard de l'année. Quel joueur vous allez suivre parmi les Raptors? Quel joueur vous allez vous focus dessus? Si vous allumez un match des Raptors, bon, en l'occurrence pour Max et moi, c'est tous les matchs, mais en l'occurrence, et même pour Mike, en général, si vous allumez sur les matchs Raptors, quel joueur vous allez attendre au tournant? Quel joueur vous allez vouloir voir jouer? Pourquoi? Alors peut-être commencer par Alex pour savoir quel serait ton joueur, ton Gérard d'or finalement. C'est une bonne question. Je dirais Norman Powell parce que cette année, j'aimerais le voir enfin faire une saison complète sans blessure. Rien que ça, déjà, pour moi, ce serait une réussite qu'il puisse prouver qu'il n'est pas ce joueur injury prone, comme on dit, qui se blesse facilement, surtout au niveau des épaules. Et c'est vrai que quand il est en forme, il apporte toujours quelque chose. Il est capable de débloquer des situations, de mettre le feu à la Scotiabank. Donc ouais, je dirais Norman Powell. J'espère vraiment que cette année se passera sans pépin physique pour lui. J'aurais dit pareil que Alex, je serais attentif à Norman. Moi, par contre, il y a le Gérard d'or, c'est que j'aimerais bien qu'il y en ait un sur le banc, qui reste sur le banc. Ce serait Patrick, mais bon, on verra bien. Moi, je serais attentif à Nick Nurse, de voir s'il fait jouer un peu de trop à mon goût Patrick Mako, que j'attends maximum 10 minutes par match. Marek, peut-être un Gérard d'or à suivre, en tout cas un joueur à focus cette saison. 2 joueurs que je vais suivre très 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 particulièrement, c'est surtout OG Anunoby. J'en attends vraiment beaucoup. J'espère que j'en attends pas trop. Et Chris Boucher. Chris Boucher, j'ai vraiment envie de le voir avec un rôle plus important. J'ai envie de le voir contrer tout ce qui bouge à la ligne à 3 points sur des sorties sur les zones. Et j'ai envie de le voir avec plus d'adresse en attaque et mieux utilisé sur pick and roll, finir au dunk comme on aime le voir, claquer de dunk comme il nous avait pas mal déjà montré la saison dernière, mais voilà, avec plus de régularité. C'est aussi les 2 joueurs que je vais suivre en particulier. Et puis, il y a un petit œil sur Pascal pour voir comment il va rebondir. Moi, je fais partie de ceux qui croient beaucoup en un beau retour de Pascal cette année. Donc, voilà. Je pense que de toute façon, dans l'ensemble, on est assez d'accord sur les joueurs à suivre cette saison. Perso, moi, je pense que j'ai un trio. C'est compliqué de se focus sur un seul joueur. En priorité, je mettrais Anunoby parce qu'il y a un potentiel, à mon avis, qui est assez incroyable derrière ce joueur. Je pense qu'on sous-estime encore une fois le joueur qu'il peut devenir. Enfin, après, je surveillerai uniquement Siakam et Van Vliet pour son contrat qu'il doit justifier, et Siakam pour son retour de playoff. Ensuite, j'essaie de faire un peu des questions condensées pour répondre au mieux et éviter de faire trop durer encore ce Dino Talk. De toute façon, on aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler sur différents sujets. Je vais prendre encore 2-3 questions. Comment dire ? Là, par exemple, on voit, doit-on monter un trade pour récupérer Bradley Beal, quitte à inclure Siakam dans le package, parce que je ne vois pas d'autres superstars qui nous feraient progresser, capables de venir à Toronto. Alors, je pense que je vais rapidement vous donner la parole, mais je pense que ça va être difficile de faire bouger Bradley Beal, surtout après le trade Westbrook-Wall.
Je pense pas que les Wizards aient encore envie de bouger. Je pense qu'ils ont surtout envie de donner les clés du camion à Bradley Beal en voyant ce que ça peut donner avec un Westbrook. Dans l'idée, ça va être compliqué parce que monter un trade, ça va être envoyer Siakam. Question, tu mets qui à la place de Siakam? Bradley Beal, il arrive sur des lignes arrière qu'on a dit en début de Dino Talk très bouchées. Donc je pense que ça va être compliqué de faire venir quelqu'un. Puis voilà, là je vois d'autres questions qui demandent si Bradley Beal c'est une bonne idée. Ça aurait été une bonne idée si éventuellement Van Vliet n'était pas venu. Mais ça va être compliqué de faire venir ce joueur. Peut-être Mike a un avis? Ouais, je suis d'accord avec toi. Et surtout, si tu envoies Siakam à Washington pour récupérer Beal, est-ce que ton équipe est vraiment meilleure? Je suis pas sûr. Beal va te donner un gain offensif, mais défensivement, tu perds beaucoup. Je suis pas encore convaincu que Bradley Beal est un très bon défenseur. Et moi, je vois pas l'intérêt de faire venir Beal si c'était pour l'échanger avec Siakam. Moi, je pense en tout cas que Washington a envie de tester cette saison ce duo, comme tu as dit, de Beal et de Russell Westbrook. C'est un duo qui peut embêter pas mal d'équipes cette saison, peut-être, je pense, qui peuvent viser les playoffs, le spot 7 ou 8 à l'Est et essayer d'aller en playoff, embêter quelques équipes. Alex? Pas grand-chose à ajouter. On sait que Bradley Beal, c'est un joueur extraordinaire, offensivement surtout. Et que c'est sûr que ça nous ferait du bien d'avoir ce genre de joueur capable de se créer son shoot et de prendre les choses en main en isolation quand il y a besoin, quand ça fonctionne pas trop. Il est capable de prendre feu et de sortir son équipe du pétrin ou au pire de limiter la casse dans des moments difficiles. Maintenant, difficile à faire venir en tant que free agent. Donc ça veut dire forcément monter un trade. Ça veut dire obligatoirement mettre des joueurs trop importants dans la rotation, dans le package. Donc compliqué. Je pense qu'on est plutôt d'accord sur cette question-là. Dans tous les cas, Bradley Beal, évidemment que ce serait toujours un ajout, mais à quel prix? Sûrement trop cher. Donc là, on va peut-être passer sur un système un peu différent. Il y a quelques questions où je vais vous demander tour à tour. On va fonctionner dans le système Mike, Max, Alex, et enfin moi en dernier. Je vous pose la question, vous répondez par oui ou par non, et ensuite je reviendrai éventuellement sur certains de vos choix. On a la question, est-ce que pour vous, DeMar DeRozan mérite que son numéro soit retiré? Oui. Oui. Et moi c'est oui. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour la même raison. Ça reste une légende des Raptors. Quoi qu'il ait pu apporter, quoi qu'il ait vécu, ça reste un joueur qui a marqué notre équipe. On a cette question, mais on a déjà plus ou moins répondu. Êtes-vous satisfait des nouveaux maillots des Raptors? Oui, moi je suis pas trop maillot après, peu importe les maillots qu'ils ont, mais oui. Oui, en ma possession. J'attends toujours le mien, mais oui. Voilà, et moi aussi, je suis plutôt assez satisfait. Il fallait pas non plus trop dénaturer l'esprit Raptor et l'idée du chevron reste intéressante. Enfin, dernière question sur ce format un petit peu one-shot. Pensez-vous que les Raptors gagneront un titre dans les 10 prochaines années? Oui, in Masai we trust. Oui. Évidemment. Oui. Bon, là, on pourrait éventuellement en débattre plus longtemps, mais je pense que on a déjà répondu à pas mal de questions. Évidemment, on essaiera de faire d'autres formats comme ça avec plein de questions. Comme je dis, là, il y a beaucoup de questions qui se recoupent pour savoir sur quels joueurs on serait parti sur la draft, qu'est-ce qu'on aurait tenté durant la free agency. Voilà, on a récupéré beaucoup de questions, mais en tout cas, on espère avoir répondu à un maximum de questions. N'hésitez pas à nous renvoyer des questions à l'avenir. On les compilera et on fera d'autres lives ou en tout cas d'autres foires aux questions durant nos Dino Talk. Et je rends la main à notre animateur habituel, je rends la main à Mike. C'était très intéressant. Merci à tous d'avoir participé. Comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Raptors! Let's go Raptors! Lowry for three.